Bonjour et bienvenue. Les images des supporters lillois qui envahissent le stade Pierre-Mauroy il y a 8 jours ont marqué les amateurs de football tout autant que les profanes. 2 jours plus tard, à Lens, pas d'envahissement de la pelouse, mais une atmosphère surréaliste. Les supporters sang et or ont déployé durant toute la rencontre de nombreuses banderoles hostiles, voire insultantes, à l'encontre des joueurs. Le même week-end, dans d'autres stades européens, d'autres scènes de violence sont survenues. Si ces incidents sont de nature très différente et n'ont pas les mêmes causes, une même question se pose. Les supporters auraient-ils perdu la tête ? Pourquoi la passion pour un club amène à de tels excès ? Peut-on éradiquer la violence du football ou est-ce une utopie ? Et puis le foot business a-t-il une vraie responsabilité dans ces conflits ? Vous le voyez, beaucoup de questions aujourd'hui et des réponses apportées par nos invités. D'abord William Nuitens, bonjour, sociologue à l'Université d'Artois et spécialiste de la violence dans le sport. Lionel Gougelot, grand reporter à Europe 1 et grand amateur et grand connaisseur notamment du monde du football. Arnaud Desmarais, vous êtes président du club des supporters de Lens, bienvenue. Et puis Emmanuel Magdelaine, rédacteur en chef adjoint ici à France 3, analyste de la vie des clubs de football du Nord et du Pas-de-Calais. Messieurs, j'ai une première question tout de suite à vous poser. Est-ce que vous vous attendiez à ce qui s'est passé à Lille et à Lens ? Qui veut commencer ? Je peux commencer, si vous le souhaitez, oui. Oui, en ce qui me concerne, moi je m'y attendais, puisque en fait c'est un travail qui est en route depuis quelques semaines, où aujourd'hui on ne sait plus comment supporter notre équipe. On rappelle que vous supportez l'équipe de Lens. Oui, tout à fait, oui. Donc le début de saison a été catastrophique, on a perdu 7 matchs d'affilée. Il y a eu un mouvement de grève qui s'est mis en place, où on n'a pas supporté notre équipe, et ça a été la première victoire, c'est le match de Quevilly. Et ensuite, les choses, voilà. Il y a eu un changement d'entraîneur, tout a évolué. L'histoire, vous la connaissez tous. Alors, on va en parler un peu plus précisément. William Nuitens, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce type de débordement ? Il y a un caractère prévisible quand même, dès lors que les résultats sportifs, ce qui construit le lien entre le public et une équipe et un club, est affaibli par des résultats médiocres. Alors ça, c'est ce qui détermine le caractère un peu prévisible de l'affaire, mais là où c'est surprenant, c'est parce qu'on confond souvent les publics des stades du Nord, des Hauts-de-France, avec un public, disons, bon enfant, qui est capable de digérer un peu tout. Donc c'est en ça que c'est un peu spectaculaire, mais pour des spécialistes de la question, il y a une dimension qui est prévisible dans ce genre de comportement. Prévisible, oui. Surprenant quand même, je pense au débordement que l'on a pu observer sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy samedi soir, à l'envahissement du terrain. Surprenant ponctuellement quand même, parce que le résultat de ce match ponctuellement n'était pas si mauvais finalement d'un point de vue sportif. La prestation des joueurs n'était certes pas de très haut niveau, mais enfin malgré tout, le résultat était plutôt bon. D'ailleurs, ça s'est confirmé quand on a analysé au classement général à l'issue de cette journée, finalement le LOSC avait gagné 1 point finalement dans ce classement, donc c'était ponctuellement relativement surprenant, mais c'est vrai que c'était finalement l'aboutissement d'un ras-le-bol généralisé qui a débuté depuis le début de la saison et sur lequel on pourra revenir plus dans le détail. Ce qui est surprenant, je dirais que c'est plus le mode d'action aussi. C'est vrai qu'à Lille, on a vu des supporters qui s'en prennent à des joueurs directement. Ils n'ont pas seulement envahi la pelouse, ils s'en sont aussi pris directement. Alors verbalement, peut-être, on verra, ça c'est la justice qui le dira, peut-être aussi physiquement. Ça c'est surprenant. À Lens, pareil, pour ceux qui connaissent, des banderoles hostiles aux joueurs ou qui leur demandent de mieux jouer ou qui leur mettent la pression, ça existe. Autant, on n'avait jamais vu. Et je dirais aussi hostile et parfois vraiment plus que limite, on n'avait jamais vu non plus. Donc c'est plus sur le mode d'action, je dirais, qui a la surprise. Maintenant, sur les causes et sur le fait qu'on sentait qu'il y avait une cocotte minute, on est tous d'accord, on l'a tous senti depuis le début de saison. Alors d'abord, qui sont ces supporters ? Parce que on parle par exemple d'ultra. Alors on n'est pas du tout, déjà, une première chose, on va l'écarter, on n'est pas du tout dans le hooliganisme aujourd'hui, pas du tout. Non, évidemment, c'est les supporters que l'on a vus à l'œuvre, entre guillemets, aussi bien à Lens qu'à Lille, sont effectivement de vrais supporters, et non pas des hooligans ou des garçons particulièrement violents, ou des gens qui cherchent On les appelle des ultras. Alors, les ultras, effectivement, ce sont...
professeur aura peut-être une définition peut-être un petit peu plus scientifique que la mienne, mais ce sont des supporters qui s'impliquent 365 jours par an pour la vie du club, qui s'impliquent dans l'animation des tribunes et qui s'impliquent également personnellement pour suivre le club et pour faire vivre finalement les tribunes. Alors, autant les hooligans, la violence, c'était une violence revendiquée, assumée. Les ultras, ça n'est pas du tout assumé, mais ça peut être un moyen d'action. Oui. Alors, disons que les hooligans sont des spectateurs pour qui la violence est structurelle. Ça fait partie de leur manière de pratiquer le spectacle sportif. Ce qui définit un ultra, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est plutôt supporter au-delà. C'est-à-dire au-delà de la norme, au-delà de ce qui est attendu, au-delà de ce qui est communément admis dans un stade. Ce qui fait qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années en France, un ultra était tout le temps plutôt un supporter stigmatisé parce qu'il était en dehors des règles et des modes de conduite traditionnels. Là, un ultra, ça commence à devenir un spectateur qui est connu de tous les journalistes, connu des autres spectateurs, hein, et donc c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus admis. Maintenant, le supporter ultra, comme le spectateur actif, c'est quelqu'un qui peut pratiquer la violence d'une façon très occasionnelle. Alors, pas de façon structurelle comme un hooligan. Pas assumé. Ah non, puis de façon moins violente, il faut quand même le dire, par rapport à un hooligan qu'on pouvait trouver en Italie, dans les pays de l'Est, ou en Angleterre dans les années 50-60, où là c'est très dur, c'est très rude. Il y a des récits de journalistes, Tim Parks, Bill Bufford, qui montrent comment des supporters ultra ou hooligans anglais pouvaient frapper des enfants qui croisaient dans des villes. À Lens et à Lille, ça n'existe pas, ça encore. Hein. Faut pas tout mélanger, ça n'existe pas. Hein. L'autre caractéristique actuellement des ultras, et c'est pour ça qu'on en parle peut-être un peu plus, c'est qu'aujourd'hui, les groupes de supporters dits ultras, même si les DVE ne se revendiquent pas du mouvement ultra, c'est important. Les DVE, c'est Doc Viragest à Lille, qui sont concernés donc, par l'envahissement de la pelouse. Ils ne se revendiquent pas de ce mouvement, contrairement par exemple aux Red Tigers à Lens, qui font partie de ce mouvement. C'est une petite nuance, mais ça existe quand même. Mais c'est important de dire qu'aussi bien à Lens, par exemple, qu'à Lille, ces groupes-là regroupent le plus grand nombre de supporters. Ce sont les groupes de supporters les plus importants aujourd'hui, aussi bien au Stade Bollaert qu'au Stade Pierre-Mauroy. Moi, je vais aller beaucoup plus loin là-dessus par rapport à votre réflexion. En fait, ce qui se passe à Lens, c'est pas du tout un mouvement ultra. Non. On n'est pas du tout là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est simple, le constat, ça fait 10 ans qu'on est dans la galère. Le club a du mal à sortir la tête de l'eau. Et là, c'est un ras-le-bol général. Donc là, on n'est plus sur un mouvement où tous les groupes de supporters se retrouvent ensemble. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment se manifester pour trouver les bonnes solutions. Mais par exemple, Monsieur Desmarais, quand on voit une banderole qui dit battez votre adversaire, ne battez pas vos femmes, est-ce que c'est quelque chose qui est admissible aujourd'hui dans un stade de football? Parce que ça fait référence à ce qui est de l'ordre du fait divers. Hein. Est-ce que c'est quelque chose d'admissible? Alors, je peux concevoir que parfois la passion dépasse la raison. C'est compliqué, c'est même dur de voir de telles banderoles. Maintenant, il faut savoir que les banderoles font partie de la vie des stades. Ça, vous le retrouvez partout dans tous les stades de France. Certaines sont plus compliquées que d'autres. En l'occurrence, là, il y en a une qui fait mal. Qui est très limite, on est d'accord. Qui est limite, on ne peut pas tout cautionner non plus. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est bien. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, les banderoles font partie de la vie d'une équipe de foot. À Lens, on se manifeste peut-être plus qu'ailleurs, mais après, c'est aussi la force du nombre. Alors, comment on pourrait définir ce sentiment des supporters? C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive un supporter? Est-ce que on a l'impression d'une passion, et parfois d'une passion folle. Alors, qu'est-ce qui définit un supporter? Il y a un sentiment, d'abord, il y a un sentiment d'appartenance très forte à un club, et ce qui engendre, à mon humble avis, certains comportements qui peuvent être parfois condamnables, c'est que dans certaines situations, les groupes de supporters, par rapport aux dirigeants ou par rapport aux joueurs, par rapport aux équipes, ont un petit peu le sentiment, ou plutôt affichent le sentiment qu'ils sont en quelque sorte le gardien du temple. C'est-à-dire que eux, voilà, l'âme d'un club, qu'ils sont l'histoire d'un club, et que, compte tenu de l'évolution du football, du foot business, dont on parlera dans quelques instants, s'il y a bien un groupe dans la société qui représente le club avec son blason, ses couleurs, son histoire, eh bien, ce sont les supporters. Et ce qui fait que, finalement, ils sont de plus en plus
comment dirais-je, rétifs finalement à certaines autorités, à certaines évolutions, etc. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils ont des comportements parfois épidermiques, des réactions épidermiques par rapport à ce qu'ils considèrent comme finalement un objet leur appartenant, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'en même temps, ces supporters, en fait, ils se disent, voilà, on donne de l'argent, parfois beaucoup d'argent alors qu'on en gagne très difficilement, on donne beaucoup d'énergie et en contrepartie, on exige des résultats. On a l'impression que c'est ça le contrat. Oui, alors, bon, je ne vais pas faire de jargon sociologique, mais pour, encore une fois, rebondir sur ce que disait le collègue, être supporter avec un club, c'est fabriquer un lien social. Le lien social, ça protège et ça fabrique de la reconnaissance. C'est pas la même chose qu'un enfant par rapport à sa famille, un employeur par rapport à ses ouvriers. Et on pourrait là ici déborder sur d'autres faits divers. Dès lors que le club, non pas ne gagne pas, mais ne fabrique pas ce qui justifie ce lien, donc ce qui permet d'être reconnu en tant que supporter, en tant que quelqu'un qui donne de son temps et de son argent et de son énergie, de sa créativité pour son club, la protection, elle n'est plus là, la reconnaissance non plus. Dès lors qu'il n'y a plus de reconnaissance et plus de protection, on manifeste comme un militant politique. On manifeste son mécontentement, on fabrique de la bâche, on montre qu'on n'est pas d'accord. Alors après, ça dépasse des limites, là nous on n'est pas là pour dire... Oui. Et en même temps, on peut estimer, on pourra continuer sur cette question, mais en même temps, est-ce qu'être supporter, ce n'est pas aussi supporter un club qui perd ? C'est ça la vraie question. Mais ça rejoint ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi, par exemple à Lille cette saison, ce que reprochent les supporters, c'est pas que le LOSC ait des difficultés parce qu'ils savent que les joueurs sont jeunes. Là, on a vachement renouvelé l'effectif cette année au LOSC. Ils connaissent les données footballistiques. Voilà. Ce qu'ils reprochent, c'est que sur le terrain, ils ne voient pas des joueurs qui leur procurent le plaisir au moins de dire bah voilà, on n'a pas gagné, mais on a tout donné. C'est leur expression favorite. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'à Lens, c'est un peu le même type de sentiment. C'est pas le fait de ne pas pouvoir monter, encore que c'était important cette année à Lens. C'est le fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans la façon de jouer ou de se comporter de ces joueurs. Il y a beaucoup d'équipes, toutes les équipes ne peuvent pas gagner les championnats ou les coupes. En revanche, il y a des équipes qui sont dans le milieu du championnat pendant des années et où il ne se passe rien parce qu'ils savent les joueurs font le maximum pour leurs supporters. Alors, Arnaud Desmarais, vous qui êtes président des supporters à Lens, c'est ça. Vos joueurs, finalement, vous ne les aimez plus. Vous estimez qu'ils ne remplissent pas leur contrat. On trouve simplement que cette équipe manque d'identité locale. C'est moi qui vais au Stade Bollaert depuis l'âge de 6 ans, j'en ai 45. J'ai vécu plein de choses, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, tous les jeunes qui se retrouvent en tribune ne se retrouvent pas du tout dans cette équipe. Nous, on a eu de la chance, on a connu l'Europe, on a connu le titre aussi. Cette équipe, aujourd'hui, elle ne représente pas grand-chose pour nous. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'âme dans... Voilà. Parce qu'en fait, vous estimez que ces joueurs viennent de l'extérieur et que finalement, ils ne font que passer, que vous restez. C'est ça le sentiment d'avoir une équipe de mercenaires qui ne respecte pas le blason. Donc, à partir du moment où vous ne respectez pas le blason, vous ne respectez pas vos supporters, parce que nous, le blason, on le respecte. Et là où on est, à mon avis, dans une situation où cela risque de s'empirer, c'est que ce sentiment, il s'exprime non seulement à l'égard des supporters considérés comme des mercenaires qui passent un certain temps et qui iront ailleurs après. Des joueurs. Oui. Des joueurs. Les supporters ont le sentiment que c'est pareil pour les dirigeants. C'est-à-dire que dans un football mondialisé, ils voient arriver des spéculateurs venus d'autres pays avec des fonds dont on ne connaît pas très bien l'origine. Et là, il y a une vraie fracture, je dirais presque une fracture politique finalement, entre les spectateurs, les supporters et ces nouveaux dirigeants qui arrivent dans certains clubs. C'est le cas pour le LOSC cette saison. Ça a été le cas un petit peu pour ce que l'on a appelé l'ère Mamadov du côté du Racing Club de Lens. C'est vrai dans certains clubs comme à Sochaux, par exemple, où des investisseurs viennent de nulle part ou d'on ne sait pas où. Viennent faire de l'argent. Viennent spéculer finalement sur ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce d'institution sacralisée par les supporters. Et là, il y a une vraie cassure. Et c'est ça qui engendre, du côté des supporters, des comportements qui peuvent déborder. Est-ce que l'écart aussi, est-ce que le salaire des joueurs aujourd'hui, dont on parle beaucoup, même si en France, on n'a pas les joueurs les mieux payés d'Europe, voire les mieux payés du monde, mais est-ce qu'il n'y a pas un écart grandissant entre le salaire de ces joueurs et puis la vie difficile pour beaucoup de supporters qui gagnent 1000 fois moins d'argent? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui intervient aussi, influe sur l'attitude? Je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Je pense qu'à Lens, on a des salaires qui sont cohérents par rapport
notre situation de Ligue 2, on n'en est pas là. C'est évident que si vous parlez maintenant d'un club comme Paris où vous avez des salaires qui sont totalement disproportionnés, bon bah voilà, oui, en effet. Nous aujourd'hui à Lens, ce qu'on attend, c'est de retrouver une équipe populaire, voilà, qui soit proche de ses supporters, proche de ses dirigeants aussi. Tout le monde doit se retrouver dans cette équipe. Les supporters sont aussi parfois, excusez-moi, mais un peu schizophrènes. C'est-à-dire que on observe le comportement d'un supporter du LOSC en début de saison, quand on lui dit il va y avoir Bielsa, on vise le top 5, on a acheté des joueurs à des prix comme jamais on l'avait fait. La première réaction, c'est de dire bah super, on va avoir du spectacle, voilà. Donc ça fait rêver. Et puis ensuite, quand ça se passe mal, on dit bah oui, mais ils n'ont pas l'identité. Bielsa, il connaît rien au LOSC, c'est un mercenaire. À Lens, c'est un petit peu le même type de cas, c'est-à-dire que voilà, on a un double discours. On espère que ça va bien se passer, même si ça piétine un peu nos valeurs. Mais quand ça se passe mal et que ça piétine nos valeurs, c'est là que ça coince complètement, quoi. C'est ce qu'on dit finalement, on supporte bien quand tout va bien, mais on a tendance à retourner les choses quand tout va mal. Est-ce qu'on peut estimer que ce foot business, parce que c'est de ça dont il s'agit, a une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui ? William Smith. Oui. Alors, le foot business apporte aussi un certain nombre tout un lot de ressources aux gens qui le regardent, qui le commentent, qui travaillent dessus. Bon, on ne revient pas dessus. Mais le foot business, ça donne quoi ? Ça fait que ce monde sportif est un marché avec des joueurs qui sont substituables, non substituables, remplaçables, pas remplaçables. C'est très violent. Le joueur qui n'est pas bon ne joue plus, le joueur qui est bon change de club, il change de club comme un employé. Donc il y a une forme de violence symbolique, économique, qui s'exerce sur le terrain, autour du terrain. Au bout d'un moment, cette violence, elle se convertit en violence comportementale et en déviance dans le public. Dès lors automatique, selon vous. Non, c'est pas automatique, il n'y a pas d'automaticité, mais simplement là, je rejoins ce qu'ils disaient tout à l'heure les collègues, on est dans une crise sportive, c'est un fait, il suffit d'être un petit peu spécialiste ou amateur du jeu pour voir qu'au niveau moteur, au niveau de la vitesse de transmission, il y a un problème sur les terrains de Lens et de Lille. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste du jeu, mais je le vois en tant que spectateur. Mais c'est au-delà de ça, il y a un problème une crise identitaire. C'est une véritable crise identitaire entre un foot de l'argent qui apporte un certain nombre de choses intéressantes, mais aussi qui rompt le lien dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, inéluctablement, ça fabrique une forme de violence qui se rapproche de la violence symbolique et économique. Pourquoi y aurait-il une forme de violence symbolique et économique autour, en coulisses ? Et pourquoi ne faudrait-il pas qu'elle se retrouve dans les tribunes, là où les gens passent du temps, dépensent de l'argent ? Oui, il suffit de voir les réactions des supporters parisiens à la suite de l'élimination en Ligue des Champions. Alors évidemment, il n'y a pas eu d'envahissement de terrain, il n'y a pas eu d'agression de joueurs, mais dans les mots, les réactions des supporters parisiens étaient particulièrement violente, alors que s'il y a bien des supporters privilégiés en France depuis 2 années, c'est bien les supporters parisiens. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme le décrit le professeur, il y a une espèce de décalage entre les investissements et finalement le produit rendu, si je peux me permettre l'expression. Juste un tout petit mot pour parler de décrochage entre le spectateur et le foot business. Il y a un exemple assez frappant à Manchester, en Angleterre, où le club de Manchester United est sans doute l'un des clubs les plus riches au monde, qui multiplie les exploits les exploits, ou en tout cas les bons résultats et les performances sur la scène européenne et sur la scène locale. Eh bien, il y a quelques années, une frange de supporters d'Ultra a été tellement écœurée par le fonctionnement de ce foot business qu'ils ont créé un autre club de Manchester United. À Manchester, je ne sais plus très bien et c'est un club qui joue même chose à Wimbledon dans les petites divisions. Et maintenant, il se dit qu'en Angleterre, ou en tout cas qu'à Manchester, les vrais supporters de Manchester vont supporter ce petit club et non pas Manchester United, où les spectateurs sont japonais, américains et anglais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les supporters, tout à l'heure je disais, sont schizophréniques, mais les clubs, moi je trouve encore plus. Parce qu'aujourd'hui, on demande à un supporter d'acheter des maillots, d'acheter sa place, d'acheter son abonnement, d'encourager les joueurs pour qu'ils jouent mieux sur le terrain, de leur mettre la pression de temps en temps. Entre parenthèses, le président du LOSC, en début de semaine, avait encouragé les supporters à manifester leur mécontentement. Bah, ils l'ont fait pour le coup. De façon, voilà, alors ils l'ont mal fait, mais ils l'ont fait. Quelque part, ils l'ont fait. On leur demande de donner une belle image parce que à Lens, par exemple, ce qu'on vend à un sponsor, c'est qu'il va être en face de la Marek, qui est entièrement sang et or, qui est jolie, qui passe bien sur les caméras. Tout ça, c'est ce qu'on demande
aux supporters. Et c'est vrai que ensuite leur demander de chanter aussi, on leur dit parce que ça met l'ambiance, parce que ça crée quand même un stade où on a envie de venir, où on a envie de le regarder à la télé, c'est beau. Et on ne leur donne Combien rien, de on ne gens leur disent rend Bollard, rien. c'est magnifique. Et on ne leur Et rend en rien. même temps, ces mêmes supporters, on leur dit quand ça ne va pas, en gros un petit peu fermez-la. Et je pense que c'est ce nœud-là qui aujourd'hui s'exprime des fois de façon excessive, de façon peut-être inacceptable, mais s'exprime. Alors, la question qu'on peut se poser, parce que là on parle de football, mais par exemple, pour un profane, quand on regarde des matchs de rugby, quand on voit les supporters des matchs de rugby, par exemple l'équipe de France va mal, on n'assiste jamais à ce type de débordement. Pourquoi y a-t-il une aussi grande différence, enfin comme ça, entre des supporters de rugby et des supporters de football, par exemple? Qu'est-ce qui peut expliquer une chose pareille? C'est très compliqué, peut-être. Alors oui, c'est très compliqué, puis surtout ça nous amène souvent à dire un peu des conneries, quoi. Ah bon? Ne les dites pas. Non, mais on va quand même pas. pointer deux, trois petites choses. D'abord, là, on est dans un sport qui, en termes d'audience, chez les spectateurs comme chez les pratiquants, fait exploser tous les compteurs. Il n'y a aucune pratique, au moins en France et dans la plupart des pays occidentaux, où on a une telle audience, une telle popularité. Plus il y a de monde, fatalement, plus il y a de risques. C'est la première chose. Quand on a dit ça, on explique grosso modo les choses, mais en fait, on ne rentre pas dans le détail. Après, il y a une histoire de recrutement social. C'est-à-dire, souvent, on dit « Ah oui, le public du rugby est un public plus favorisé, etc. » Ça, c'est faux. Familial aussi, oui, peut-être. mais tous les travaux montrent que c'est faux. Il y a peut-être une petite différence, c'est dans le recrutement des éducateurs de rugby par rapport aux éducateurs de football, dans la mesure où c'est un sport beaucoup moins développé. Il y a forcément moins d'éducateurs qui sont peut-être recrutés sur des bases peut-être un petit peu plus sérieuses. Voilà, peut-être un petit peu plus sérieuses et des bases éducatives. Alors que dans le football, la demande entre guillemets d'éducateurs est telle que forcément les clubs recrutent un petit peu. Et là, vous m'excuserez de la formule, mais un peu tout le monde et n'importe qui pour éduquer les jeunes. Oui. C'est sans doute c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais ça a été observé. Non, c'est pas caricatural, mais en fait, là, on fait aussi, du coup, on fait un peu ombrage au monde du football qui dépense énormément d'énergie, énormément de temps pour former ses cadres. Alors, mais fatalement, plus de 2 millions de licenciés, c'est la première pratique sportive des Français, c'est 1/6 des licences en France. Donc, on ne peut pas trouver les cadres. Le vrai problème dans l'encadrement, dans le sport amateur, mais là, on ne parle plus seulement des spectateurs, mais aussi des pratiquants, c'est qu'il y a un énorme turnover chez les dirigeants. La moitié des dirigeants des clubs de football amateur de France changent au bout d'un an. Donc, en termes de socialisation et d'éducation des joueurs et des spectateurs des terrains du dimanche, il y a un vrai problème. Mais là, chez les spectateurs, ce qui est fondamental, c'est aussi chez les amateurs en football. Je trouve que c'est l'intensité des liens qui compte le plus. Et au football, c'est là qu'on retrouve la plus forte intensité. Et c'est pour ça qu'on retrouve des comportements qui sont les plus spectaculaires, dans l'excès violent comme dans l'excès de l'adoration. N'oublions pas que là, on assiste à ce qu'on voit, des banderoles, des contestations, mais quand ça gagne, c'est tout l'inverse. Et là, nous, on commence à commenter tout l'inverse. C'est quelque chose qui a l'air en fait complètement infantile au bout du compte. Parce que quand on... Voilà, c'est ces excès dans les deux sens, c'est quelque chose, vu de l'extérieur, qui pose question, en tout cas. Ouais. C'est plus une question de passion, quoi, si vous voulez. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le football est le premier sport, c'est un sport universel, c'est un sport qui voilà, pardonnez-moi l'expression toute faite, mais qui déchaîne les passions. Et donc forcément, il y a de l'humain plus qu'ailleurs qui s'exprime dans ces réactions. Et c'est pas franchement étonnant, quoi. Et je dirais même que par rapport à certains pays, on parlait tout à l'heure de la culture des clubs, mais quand on voit ce qui se passe en Turquie, en Grèce, en Argentine, mon Dieu, heureusement qu'on n'a pas ces phénomènes-là en France, parce que ça serait décrit de façon apocalyptique. Et cette révolte, entre guillemets, des supporters face à leurs dirigeants, parce que je pense qu'en tout cas au LOSC, c'est ce qui se passe, moins à Lens, où à Lens, il y a des dirigeants qui sont plus proches de leurs supporters, et donc on s'en prend moins à Éric Sicora, à Gervais Martel ou à Arnaud Pouille, qui sont des gens qui sont nés dans le Pas-de-Calais, donc forcément, c'est pas tout à fait le même rapport, mais cette révolte, on l'observe dans plein de clubs en Europe. Récemment, Charlton a carrément viré son propriétaire, qui a jeté l'éponge en disant « Moi, je ne peux plus supporter... » c'est un Belge, en plus, ce propriétaire qui voulait faire du club quelque chose qui ne correspondait pas à l'âme, quelque part, que revendiquaient ses supporters. Donc,
Là, ça s'était passé de manière non violente. Il y a eu des manifestations très régulièrement, de plein de modes d'action différents qui sont toujours restés propres, entre guillemets, beaucoup plus qu'à Lille. Mais c'est pas du tout spécifique ni à la France, ni même à l'Europe, je pense. Mais Arnaud Desmarais, quand on est supporter, quand vous dites, voilà, nous, on défend le blason, Oui, bien sûr. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'engage comme ça pour un blason? Comment on peut expliquer En fait, cet engagement, je dirais que c'est presque une éducation. On a tous grandi avec nos parents qui nous emmenaient au stade, les grands-parents qui emmenaient nos parents au stade. En fait, on a tout le temps baigné dans ces tribunes. Donc aujourd'hui, je dirais, moi je sais que quand je vais à Bollaert, je suis à la maison. Et c'est peut-être même ma première maison. Alors, allez expliquer ce sentiment de passion. C'est puissant, c'est très difficile à exprimer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de nos tribunes qui sont comme ça. Tout le monde ressent exactement la même chose. Donc aujourd'hui, le fait... une seconde famille, en fait. Peut-être même notre première famille. Moi, mon petit bonhomme, Antoine, a fait son premier match à Bollaert à l'âge de 3 ans. Il a 11 ans aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'il m'accompagne partout. Aujourd'hui, à tel point que je rentre dans le stade, il a 11 ans, je sais qu'il est quelque part, mais où, je ne sais pas. C'est sa maison. Vous n'envisagez pas une vie sans Lens, sans le football Et même mon épouse, elle s'aventurerait même pas à me dire tu vas plus à Bollaert, quoi. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et quand j'entends Arnaud, je me dis, la question c'est comment, aujourd'hui, dans la gouvernance des clubs, dans la façon de gérer les clubs de foot, on fait entendre ce message. Comment les dirigeants peuvent entendre cette passion qui est beau. Que ça intéresse on a l'impression qu'ils ne sont pas entendus. Moi, je crois que les dirigeants, malheureusement, ceux dont on parle depuis tout à l'heure, qui viennent de l'extérieur, qui viennent investir, qui viennent faire des profits, je pense qu'ils n'en ont pas conscience. Et pardonnez-moi l'expression, non, je pense qu'ils ne savent pas, quoi, tout simplement. Et ça pardonnez-moi l'expression, ça leur saute à la gueule. Je crois que Gérard Lopez n'avait pas bien conscience que le LOSC était une institution qui, même si elle n'a pas les mêmes contours que le Racing Club de Lens, ça reste une marque forte, une institution forte, avec laquelle les supporters acceptent mal que l'on joue. Et je pense que Gérard Lopez le découvre depuis le début de saison. Je pense que Mamadov l'a découvert aussi à un certain moment du côté du Racing Club de Lens. D'autres clubs le découvrent. Et c'est ça qui crée la rupture. Un club, c'est pas un moyen de gagner de l'argent. Ça, c'est un message des supporters qui revient tout le temps. Un club ne doit pas être un moyen de gagner de l'argent pour eux, c'est leur opinion. Pour les supporters. Un club, c'est pas quelque chose avec lequel on joue au poker et qu'on tente des coups pour essayer de spéculer. C'est pas un moyen de spéculer ou de placer son argent intelligemment. D'ailleurs, souvent, c'est pas intelligent de placer dans le foot parce que c'est rare que ça gagne. Ça, ce sont des messages qu'on entend, nous, journalistes, tout le temps de la part des supporters et pas seulement d'ailleurs des ultras. On va arriver au terme de cette émission. Je voudrais que chacun d'entre vous tassiez une petite conclusion sur ce qu'il faudrait faire selon vous, vers quoi l'on va. Voilà, aujourd'hui, est-ce que les choses peuvent s'arranger ou est-ce que ça va aller, par exemple, de mal en pis? Alors voilà, 30 secondes chacun. Arnaud Desmarais. C'est très simple. Nous, évidemment, très vite. Pour cette saison, c'est cuit. C'est la Ligue 2, j'espère. Ce qui est important pour nous, c'est vite de retrouver l'élite et surtout de retrouver les tribunes populaires, quoi. William Smittens. Il faut réfléchir à la place des supporters dans le monde du football aujourd'hui, comme on doit réfléchir aussi à la place des salariés dans le monde de l'entreprise. C'est exactement la même chose, c'est une question de signification dans la vie des gens. Moi, je pense que les cartes sont dans les mains des dirigeants ou des futurs dirigeants. C'est-à-dire qu'avec des gens comme Gérard Lopez ou Hafiz Mamadov, on a des problèmes. Avec des gens comme Loulou Nicolin ou Jean-Michel Aulas, les problèmes se posent beaucoup moins parce qu'ils incarnent l'institution qu'est leur club. 5 secondes. Moi, je pense qu'il y a le rôle de l'État également, le rôle des instances du foot comme la LFP. Que peuvent-ils faire pour justement promouvoir plus ce que vient de dire Lionel? Merci à tous les quatre. Très bel après-midi. Au revoir.